4h30 du matin, voici l'heure extravagante à laquelle il va falloir se lever pour assister au giga choc entre Novak Djokovic et Alexander Zverev. Dans cette vidéo, mon grand angle tactique, technique sur cette demi-finale. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'on va encore assister à un petit peu de drama. Est-ce que Djokovic va pouvoir enchaîner malgré la blessure? On aura également dans cette vidéo un petit mot sur le rouleau compresseur Sinner, comment il a démonté Alex de Minaur. Ça a été un assassinat, vraiment. Comme d'habitude, n'hésite pas à pousser cette vidéo, à t'abonner également pour ne rien manquer de mon débrief des demi-finales et de la finale ce dimanche. Je suis également présent de plus en plus sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Les liens sont dans la description. Par exemple, il y a 2 jours, on s'est fait une fac sur Instagram. Il y a des capsules qui sont originales, qui ne sont que sur Instagram et TikTok. Donc n'hésite pas à me rejoindre. Et puis nous, on attaque tout de suite cette vidéo. Avant d'évoquer le turbo choc entre Alexander Zverev et Novak Djokovic, revenons juste quelques instants rapidement sur les quarts de finale qui n'ont pas été couverts sur la chaîne. Donc on va commencer par le Sinner de Minaur. Et quel démandada on a assisté. Sinner qui a fait un match de zinzin, son meilleur match du tournoi très clairement. Attention, tenez-vous bien, il a perdu simplement 11 points sur son service sur toute la partie en 3-7, c'est nawak. Alors il y a eu une balle de break pour de Minaur, mais on n'y a pas vraiment cru. Un Sinner qui a envoyé un missile téléguidé ici sur le T. Là vous voyez, de Minaur il est comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai réussi à renvoyer la balle ou pas? Eh bien non, elle est dans le couloir. Sinner qui a fait du Sinner, il s'est mis à 50 cm de la baseline, il est resté tout le temps de face, ça c'est incroyable, hein. Les appuis ouverts, il arrive aussi à transitionner d'une manière succulente avec son pied droit ici, hop, petite impulsion. Vous observez hein, le jeu de jambes, le footwork de Sinner, il est flamboyant, et on le dit toujours, hein, les meilleurs joueurs du monde, ce sont toujours les joueurs qui se déplacent le mieux, et c'est confirmé avec Sinner. Et puis que dire de sa vitesse de poignet, son accélération au niveau de la tête de raquette juste avant l'impact. Il a une technique qui est juste merveilleuse. Mais au-delà de la technique, c'est surtout le plan de jeu de Sinner qui fait qu'il décapsule tout le monde un par un, et c'est cette fameuse longueur. Ici par exemple, on va avoir 25 échanges, et à aucun moment, Alex de Minaur n'a l'opportunité, n'a la puissance de renverser l'échange. Et en fait, on est vraiment typiquement dans une asphyxie djokovicienne avec peut-être encore plus de puissance, d'agressivité côté Sinner. Même si niveau agressivité, Novak c'était pas mal du tout hein, contre Carlos Alcaraz. C'est comme ça qu'il a réussi à l'emporter avec des +1 très très perforants. Et puis on termine ici avec une dernière petite palette. Regardez Alex de Minaur qui est dans la semoule. Et vous vous posez peut-être la question derrière votre écran, quelle est la raison de cette panique pour le bip bip australien? Eh bien c'est parce qu'il était en couverture constante de la profondeur. Il savait qu'il allait se prendre des merguez avec un petit soupçon de moutarde. Et là où il est très fort Sinner désormais, c'est qu'il a dans sa palette la petite amortie qui fait tellement mal parce que tu sais plus vraiment à quelle sauce il va te bouffer. Est-ce que tu vas te prendre des missiles 15-20 fois dans l'échange, ou est-ce qu'à un moment donné il va passer sous la balle? Et donc ce qu'on doit noter, ce qu'on doit relever avec l'italien, c'est à quel point il joue juste désormais. Un peu moins de justesse sur le Shelton Sonego, on va aller très vite sur cette rencontre, mais ça a été une partie champagne. Quel match de tennis! On a assisté 139 montées au total pour les deux hommes, 90 pour Sonego qui est, regardez ici, dans ses œuvres, petite volée, hop, rétro, réflexe à la boum boum Becker, avec une petite course de Shelton pour essayer de l'intercepter, impossible. Et ça, pour info, c'était pas la poignée de main à la fin du match, non, c'était la poignée de main juste après cette volée rétro. Attention quand même dans cette partie, j'ai trouvé un petit relâchement du côté de Shelton, à la fois pour servir pour le gain de la deuxième manche, même s'il a réussi à se récupérer juste après, et ici hein, également sur le 3e set, il va se faire breaker alors qu'il est en position de recoller à 5 partout. Ça, si tu queen sur les fins de set contre Sinner, on boucle ce match avec ce qui est peut-être déjà la palette de la saison. Regardez Ben Shelton, donc dans ses œuvres, complètement en vrac dans le panneau publicitaire. Alors il n'y a pas forcément de stratégie à développer sur ce match, ça a été un match frisson, un match champagne, un match électrique avec beaucoup de hot shots, super plaisant, peut-être un des 8-9 meilleurs matchs de ce tournoi. J'ai adoré avec les coups droits décroisés de Shelton, avec cette envie, cette abnégation de son ego à brouiller les cartes, brouiller les pistes. Je suis ravi qu'on puisse continuer à jouer au tennis de cette façon en 2025. Non, tous les joueurs ne sont pas des robots boum boum campés sur leur ligne. On a ici eu une créativité qui fait très plaisir à voir. Allez, place au grand format, à ma preview XXL de la demi-finale entre Novak Djokovic et Alexander Zverev. Cette preview est sponsorisée par les Winami de Winamax. Vous avez un lien, vous le savez, dans la description pour les premiers inscrits. Ça peut être le moment, jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription. Et puis on a un code là spécial qu'on a débloqué sur cette Open d'Australie, c'est SV10. Vous avez 10 € supplémentaires rajoutés à votre pécule. Attention, offre exclusivement
réservé aux adultes. On enchaîne avec donc les cotes de cette rencontre. Djokovic qui est à 1,60, Alexander Zverev à 2,40. La plupart des parieurs sont partis sur Novak Djokovic. Alors le contexte de cette rencontre, ce sera à 14h30 heure locale. Il va faire environ 23 à 24 degrés. Le ciel sera un tout petit peu voilé. On pourrait avoir du soleil vers 16h, 17h, donc au bout de 2h30, 3 heures de jeu, mais on n'aura quand même pas des conditions moites. En sachant deux choses, c'est que Zverev a insisté, il n'aime pas les conditions en day session à l'Open d'Australie, il préfère jouer en night, et on le sait, Djokovic, c'est pas un adepte des très grandes chaleurs, mais je pense que les conditions de cette demi-finale ne vont pas avantager ni l'un ni l'autre a priori. Alors on va développer ce match autour de 3 clés essentielles, on va vraiment rentrer dans le détail de cette demi-finale, et je vais commencer par la première clé qui est la gestion des hauteurs, du centre et du coup droit. Alors je m'explique, Djokovic a broyé Carlos Alcaraz en jouant tendu au centre et en lui demandant de créer, en lui demandant d'être agressif. En gros la question c'était, bah vas-y, essaye de me défoncer, c'est à toi d'y aller. On a vu Djokovic aussi super agressif sur son +1. En fait à chaque fois qu'il avait le contrôle de l'échange, il avait ce génie, ces réorientations pour toujours maintenir Alcaraz dans une position inconfortable et défensive. Zverev, lui, adore jouer à hauteur de hanche, mais il aime pas trop jouer quand c'est au niveau des chevilles, ça on va peut-être en reparler d'ailleurs. Il a aucun problème au niveau du revers, que ce soit au niveau de la hanche ou au niveau de la ligne d'épaule. Le Z d'ailleurs dispose peut-être du meilleur revers au niveau de la ligne d'épaule si la balle est à 1m70, 1m80, mais on n'est pas sur terre battue et je crois pas que Novak ait intérêt à jouer avec beaucoup de volume. Et Zverev, à contrario, si on compare par rapport à Carlos Alcaraz, eh bien c'est un joueur qui est quand même beaucoup plus patient à l'échange, il aime bien grinder, il aime bien limer, il aime bien aussi décrocher. Ça peut être un problème aussi. Est-ce que c'est tenable face à un Djokovic ultra agressif, la version qu'on voit là sur les 3 derniers matchs? Eh bien j'ai un gros doute sur ce sujet. En termes d'échange et en termes de shot selection, je pense que Novak Djokovic va réutiliser ce qu'il a déjà employé contre Alexander Zverev, c'est-à-dire slicer à l'intérieur sur le revers de Zverev, un petit slice court, mi-court, pour essayer de faire avancer Zverev à l'intérieur du court et le faire jouer des balles qui sont très basses. Ça, Zverev, il déteste ce type de coup. Le faire descendre, je pense que ça va être l'idée pour Novak Djokovic, mais également titiller son coup droit. Et précisément dans les moments de tension, j'ai hâte de voir les 5-4, les 5 partout, les tie-break. Qu'est-ce que va faire Novak Djokovic? Eh bien, il va essayer de varier les volumes, les puissances, les hauteurs sur le coup droit de Zverev qui a un mal fou parfois, et surtout quand ça se tend, à réinjecter de la puissance, à réinjecter du rythme sur cette aile de son jeu. Donc sur cette première clé, je dirais avantage Djokovic. Pour la deuxième clé, eh bien, il s'agit du physique. Djokovic touché à l'aine au niveau de l'adducteur droit. Alors, il a pris des antidouleurs pendant le match contre Carlos Alcaraz. On va rester sur la théorie officielle. On va pas partir sur des délires qu'il a suramplifié une petite tension, une petite douleur. Attention quand même, Novak Djokovic, il est très proche de ses sensations. On le sait depuis le début de sa carrière. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup son corps, qui est très au fait de « Ah, j'ai une petite tension ici, j'ai un petit truc qui couine ». Ça, c'est un grand classique chez Novak Djokovic. Et aussi l'instrumentaliser, c'est important. Dans ses plans de jeu parfois, il l'a pas caché, hein, il l'a quand même bien utilisé contre Carlos Alcaraz. Au niveau stratégique, et c'est peut-être le plus important, il a privé Alcaraz d'angle. Alcaraz ne l'a quasiment plus puni d'ailleurs, vous avez remarqué hein, sur le contre-pied au niveau de son aile droite. Et en ce sens, je pense que Zverev a tout intérêt à essayer d'écarter le jeu au maximum, faire travailler Novak dans la latéralité, rediriger aussi de l'autre côté, ce qu'a pas assez fait, je trouve, Carlos Alcaraz. Essayer d'aller fixer par exemple sur le côté droit et le terminer long de ligne. Ça peut être une idée hein, pour Zverev. Et je pense, je crois qu'on va avoir pas mal de revers long de ligne pour Zverev, parce qu'il a vraiment tout intérêt à insister sur ce plan de jeu, tester le physique de Novak Djokovic. Il faudra le faire impérativement. Zverev doit essayer de rendre ce match le plus physique possible, le plus long possible. On parle d'un joueur qui a bientôt 38 ans en face, Novak Djokovic. Et le match, même s'il a duré un certain temps contre Carlos Alcaraz, c'était pas un match physique en soi, vu le game plan de Novak Djokovic. Mais à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plein. Est-ce qu'on n'a pas retrouvé le Novak Djokovic de l'US Open 2023? Est-ce qu'on n'a pas retrouvé cette version-là en Grand Chelem? Parce qu'il a quand même envoyé un message, un signal par sa performance contre Carlos Alcaraz, qui est la meilleure depuis 1 an et demi sur ce format. Je l'ai trouvé ébouriffant, vraiment. Au-delà du drama, au-delà de ce qui s'est passé avec cette blessure au niveau de l'adducteur. Alors, au niveau physique, on va quand même donner un léger avantage à Zverev qui lui, malgré son diabète, est capable de tenir pendant très longtemps. Petit détail très important, j'étais en train de monter la vidéo, j'ai regardé sur Twitter les dernières infos pour voir si j'avais manqué quelque chose, et effectivement Novak Djokovic a annulé son entraînement du jour ce jeudi. Il essaye de se préserver au maximum avant ce match ce vendredi. Ça peut être une donnée importante
à noter. Je vous montre les différentes cotes en détail sur cette rencontre et on se termine avec la dernière clé de cette partie qui est le service et la relance. Bien sûr, un match qui peut tourner au concours de service et à l'économie surtout derrière ces jeux de service. Quel service de zinzin il a désormais Novak Djokovic. En fait, c'est un serve-bot. C'est le service de Roger Federer limite avec le fond de jeu de Novak. Alors certes, il a pu le premier pas, il a pu l'explosivité qu'il avait lors de son prime, mais il a compensé ça par tellement d'autres facteurs. La gestion des points importants, la gestion du jeu sous pression, ça, forcément, c'est pas à l'avantage de Zverev, hein. C'est un gars qui a tendance quand même à queener sur les fins de set, sur les fins de manche. C'est difficile, bon, sauf contre Tommy Paul, qui lui a donné le premier set et le deuxième set lors du quart de finale. Mon autre question aussi, c'est est-ce que Alexander Zverev peut réussir à couvrir l'angle court croisé au niveau du slice côté égalité? Est-ce que Zverev va pouvoir s'ajuster sur les deuxièmes balles qui sont devenues illisibles côté Novak Djokovic? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va pousser un truc comme ça au milieu du carré à 135? Ou est-ce qu'il va t'envoyer une banane flambée à 180 km/h au T? Tu sais plus trop vraiment sur quel pied danser, et cette imprévisibilité, c'est tout le jeu de Novak Djokovic actuellement, qui est un meilleur relanceur, qui a une meilleure variété au service que Alexander Zverev, et du coup sur cette clé, je pense que l'avantage est à Novak. Maintenant qu'on a dit tout ça, il y a peut-être une clé bonus qui est la mission commando de Novak Djokovic, qui est dans un mode très particulier. Vous l'avez remarqué, on le sent, hein, on le sent chez Novak depuis son match contre Marac, contre les HK, là contre Carlos Alcaraz. Il y a quelque chose de particulier, on retrouve ce Novak animé, ce grand Novak, le Novak qu'on connaît, le Novak qui est quasiment imbattable dans cette disposition mentale. On a vu aussi l'interview de Goran Ivanisevic qui a dit « Ok, Sinner sera favori sur ce tournoi », on l'a vu aussi sur les cotes, mais Novak, c'est Novak. Et ce Novak-là, faut se le farcir, hein. C'est très très compliqué. Le duo avec Murray qui a l'air de bien fonctionner, on a vu, on a écouté, on a lu que voilà, Andy Murray c'est un tennis geek, qui regarde tout, il analyse tout, et on sent que ça fit entre les deux. Si dès leur premier grand chelem ensemble, ils remportent un titre après avoir quand même pensé, toute la planète tennis était quasiment convaincue que c'était terminé en grand chelem pour Novak Djokovic, ce serait foudroyant comme première collab. Et donc j'insiste, hein, cette version de Djokovic, c'est peut-être la plus rusée en fin de carrière, tactiquement ahurissant, parce qu'on a beaucoup parlé du drama, de la blessure, du chiquet potentiel, selon les détracteurs de Novak Djokovic, mais faut retenir ce qu'il a produit au niveau tactique, au niveau stratégique contre Carlos Alcaraz. C'est ça qui a fait la clé, le succès de cette performance, et il sait exactement quel type de joueur il est devenu sur sa fin de carrière. Je trouve ça remarquable. C'est un joueur qui sait précisément ce qu'il doit faire sur un court, qui sait s'adapter en fonction des circonstances, et à ce niveau-là, eh bien, c'est toujours un génie. Et donc pour terminer sur la cote de Winamax 1,60 pour Novak Djokovic, eh bien moi je vois le ratio Djokovic favori 65-35, donc c'est un 1,60 qui me paraît plutôt séduisant. On va faire beaucoup, mais alors beaucoup plus vite sur le Sinner contre Ben Shelton. Regardez la cote 1,04. Il n'y a aucun respect pour Benny qui devrait se faire laver les fesses au savon de Marseille, manifestement. Au niveau des oppositions, on se souvient, il y avait eu le Gerbotron, le Gerbogate, juste avant leur opposition. La première en 2023, donc il avait gerbé à Pékin, vous vous souvenez ce match, et puis c'était la transformation de Sinner à ce moment-là. Ben Shelton qui avait remporté ce match à Shanghai au tie-break de la troisième manche. Alors en vrac, on va donner quelques petites idées, mais Shelton qui est quand même très dépendant de son service, c'est pas un formidable relanceur non plus, contrairement à Sinner qui est un relanceur élite désormais avec son allonge et avec ses intentions de jeu. Le niveau de concentration aussi de Benny qui peut être fluctuant parfois, et ça contre un joueur comme Sinner, tu te fais démonter la face en deux. Manque de rigueur et de structure aussi dans le jeu pour Shelton. Alors c'est mieux, hein, bien sûr, je trouve que c'est mieux ces derniers mois, mais face à Sinner, quand même, là on tombe sur un Golgoth monumental. Alors il doit, à mon sens, essayer de faire une Tsonga 2008 contre Nadal, c'est-à-dire tout envoyer, partir à l'assaut, mettre une espèce de rythme complètement fou, empêcher Sinner d'enclencher sa cadence, 3, 4, 5, 6, 7 frappes. Non, il faut essayer de lui rentrer dedans, il faut essayer de monter, il faut essayer de brouiller les cartes, brouiller les pistes, prendre le filet à tout va, faire une Tsonga, hein, j'insiste, ça peut être le plan de jeu, mais la question aussi c'est comment est-ce que tu obtiens la balle courte contre Yannick Sinner qui trouve tout le temps une longueur terrifiante et qui te repousse à 3 mètres. Donc comment est-ce que tu attaques le filet dans ces conditions? Ici sur ce match, je vois un ratio de 85-15 pour Yannick Sinner qui a complètement rassuré, certes sur un match-up favorable contre Alex de Minaur. Alors peut-être pourquoi pas un tie-break dans cette opposition. Il y a toujours eu un tie-break entre les deux hommes sur leurs 5 affrontements. Voilà, je pense qu'on a tout dit pour aujourd'hui. On a été particulièrement exhaustif. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Est-ce que Zverev peut faire une surprise contre Djokovic? Est-ce que Shelton peut
prendre un set de plus contre Yannick Sinner. On se retrouve demain pour les débriefs respectifs des demi-finales. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez du kangourou.